sur Parents heureux, enfants heureux. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en présence de Déirdre Bergeron. Déirdre Bergeron, c'est la fille de Léandre Bergeron. Vous l'avez déjà certainement vu sur des vidéos précédentes. Donc Léandre Bergeron est l'auteur de Comme des invités de marque, un livre sur la déscolarisation. Il a eu 3 filles qui sont volontairement nées à la maison. Et donc ces 3 filles n'ont pas été scolarisées, sauf Déirdre l'aînée qui a fait des allers-retours à l'école. Donc là, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Déirdre. Et Déirdre, elle a maintenant 30 ans, elle a pas mal de recul sur son expérience et sur ce que lui a apporté l'école à la maison, mais aussi sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Donc je vous souhaite une très belle vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager sur les réseaux sociaux. A bientôt sur Parents heureux, enfants heureux. Bonjour Déirdre. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer et de pouvoir t'interviewer. Donc Déirdre, toi tu as fait quelques parcours éphémères à l'école. Je crois que tu as quelques petites expériences, en tout 3 ans et demi d'expérience scolaire. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Parfait. Tu es très peu allée à l'école. Certainement. Alors, j'ai fait plusieurs expériences en fait. Alors, quand j'avais 5 et 6 ans, j'ai fait l'expérience de... Je voulais en fait vraiment aller à l'école. Pour moi, c'était un moyen de découvrir le monde. Je voyais mes amis qui allaient y aller. Je voulais y aller également. Et puis donc, à 5 ans, c'était la maternelle. Pour nous, c'était très tranquille. La maternelle, c'était pas très académique. Ils nous forçaient pas à apprendre bien des choses. On faisait du bricolage entre amis. J'aimais bien. Alors je me disais, à l'école, moi, ça va aller. Bon, évidemment, en première année, là où il faut commencer à apprendre. Ce que nous on appelle le CP. Donc en fait, c'est à 6 ans. Oui. Ouais. Donc là, il faut apprendre et il faut apprendre tous ensemble, tous la même chose, à quoi je n'étais pas habituée. Donc c'est sûr que rapidement, avec le professeur, c'est devenu très à couteau tiré et j'étais pas turbulente, mais je suis devenue la pire élève de la classe qui était toujours placée à côté d'elle. Sous sa tutelle parce qu'en fait j'étais pas très habituée à l'obéissance, j'étais pas habituée de faire les choses en même temps que tout le monde. Alors souvent je disais mais les autres ils peuvent le faire, mais moi ce truc là, les mathématiques aujourd'hui ça me dit pas. Bah ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je n'y suis restée que 3 mois et j'ai quitté, je pense, en janvier. Après évidemment Oui, je peux te couper. Oui. C'est là que ton père est venu avec toi à l'école faire une petite Oui. expérience. En fait, j'avais vu la mère d'une amie qui était venue faire une petite visite à l'école et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien que mon père vienne aussi. Alors, je lui ai dit, peux-tu venir voir ce que c'est parce que je trouve ça très dur. Alors, pendant presque une semaine, il réussissait à trouver des petits moments dans sa vie de boulanger pour venir voir comment c'était. Et il trouvait ça atroce. Donc, évidemment, le jour où j'ai dit, je ne veux plus y aller, sa réflexion, ça a été « Ah oui, ma fille, sors de là, libère-toi, l'école, c'est une prison. » Donc en fait, étant donné que pour mon père, l'école, c'était une prison, quand j'ai voulu quitter l'école primaire, donc à 6 ans, et ça a été simple. Il ne m'a pas dit « Persévère, continue, tu verras, tu vas t'adapter. » C'était tout le contraire. Alors j'ai quitté et là, évidemment, j'étais inscrite à la commission scolaire et de ce fait, la commission scolaire s'inquiétait. Mais où est-ce qu'elle est? Elle a quitté l'école. Donc pour nous au Québec, alors à ce moment-là, il fallait absolument que je suive le programme du ministère et que j'aille faire 2-3 fois par année, je crois, les examens pour voir si à l'école j'apprends et je continue à être à niveau, au bon niveau. Et donc on a fait ça. Et puis on a fait ça pour la fin de ma première année, ma deuxième année aussi. Et c'était assez simple en fait, ça se faisait facilement. Mon père, il abordait la chose pour me faire travailler un peu avant l'examen. Tu sais, il faut rassurer la commission scolaire, alors là on va faire que... Oh oui, ok, ici il faut rassurer la commission scolaire alors. Et puis, c'était assez facile parce que à la fin de ma deuxième année, elle me dit, mais en fait, elle apprend tellement vite qu'on pourrait lui faire faire la 3e année pendant l'été et ensuite enchaîner sur la 4e année. Donc, accélérer le processus. Mais mon père avait déjà vécu l'accélération du processus avec ma demi-sœur, en fait. J'ai une demi-sœur du premier mariage de mon père et il avait essayé avec elle, en fait, de faire tout apprendre à 3 ans dans des écoles où on pousse beaucoup les enfants et ça, il ne voulait plus rien savoir. Donc, avec moi, en fait, il faisait le minimum pour la commission scolaire, mais après, c'était
Elle joue, elle vit son enfance, point. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je n'ai plus eu à faire selon ce programme-là. Non, excuse-moi, Non, c'est bon. Ah d'accord, non j'ai cru que ça avait coupé. Donc, attends, je retourne en arrière. Et donc en fait, c'est ça, donc la 3e année, ce qui s'est passé, au lieu de continuer comme ça à la maison, il y a des gens qui m'ont invité à aller vivre chez eux. Ils avaient déjà des enfants et leurs enfants allaient en fait dans une école Rudolf Steiner, donc Waldorf. Et puis j'ai eu donc la chance de connaître ce milieu-là. Et c'est là que j'ai appris l'anglais. Parce que j'avais 8 ans, il n'y avait qu'une école anglophone à l'époque, on ne pouvait pas aller dans ce genre d'école en français. Donc là, j'ai appris l'anglais, mais à peu près rien d'autre, parce que bon, je comprenais rien. Donc je faisais juste essayer de comprendre et tranquillement, j'ai appris l'anglais. À la fin de cette année-là, mon père a décidé d'essayer un truc, donc l'école de rang qu'on appelle chez nous, donc en fait une école de proximité avec seulement une autre famille qui avait 3 enfants. Et puis donc Cassandre, parce que j'ai 2 sœurs, donc il y a Phèdre, Cassandre. Cassandre était un peu jeune pour suivre des cours avec nous, mais donc on avait des cours et puis nos parents, la tante, nous apprenaient toutes sortes de trucs. Ça a duré 1 an. Et après, bon, ma tante est repartie, le projet a terminé. Et à ce moment-là, quand j'ai vu ma tante repartir, et elle me dit, en fait, là, je retourne donc à Ottawa, parce que bon, les distances. Et puis là, elle dit, je vais ouvrir une école Steiner, et celle-là sera bilingue. Alors moi, j'avais les yeux comme ça. Oh ouais, non, j'aimerais trop y retourner. En plus, bilingue, je comprendrais davantage, j'aurais des amis et tout. Et elle, devant mon enthousiasme, elle m'a offert d'aller vivre chez elle. Donc j'habitais chez mon oncle et ma tante, encore une fois à peu près 600 km de chez mes parents. Donc je voyais mes parents une fois par mois, et si on était chanceux. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et j'ai beaucoup aimé. Moi, j'étais bien dans cette école. C'était moins strict que l'école publique. Faut dire qu'il n'y avait pas d'examen. C'était beaucoup axé sur les arts, la mythologie, des trucs qui, moi, me parlaient beaucoup. J'avais adoré l'expérience. Mais évidemment, d'être si loin de mes parents, il y a un jour, j'en pouvais plus. Donc j'ai dit, bon, je veux retourner à la maison. Et donc j'avais 12 ans à ce moment-là. Et c'est là que mon parcours académique officiel s'est terminé. Et puis après, bon, je me suis reposée pendant 1 an. Et puis 1 an plus tard, à 13 ans, mon père, il me dit... enfin, même Deirdre serait capable de gérer le magasin, parce qu'à ce moment-là, il se faisait vraiment... Il avait une entreprise et il fallait trouver une façon de faire survivre cette entreprise qui n'allait vraiment pas très bien, où il vendait son pain depuis des années et tout. Alors il dit, même Deirdre serait capable de gérer l'entreprise. D'ailleurs, tu veux gérer l'entreprise, tu commences demain. Ah ouais, moi je pensais que c'était une blague, hein. Alors j'ai dit oui. Eh non, c'était pas une blague. Alors après, la dame qui était là quittait en 2 semaines et je devais tout apprendre. Donc c'est moi qui allais évidemment faire les commandes, m'occuper de servir les clients. Éventuellement, évidemment, on a eu aussi des employés. Au début, ce n'était que ma mère et moi. On se partageait l'horaire pour assurer une présence au magasin. Et des fois, on travaillait les 2 et ça, c'était rigolo parce que les gens, ils venaient... ils rentraient, ils achetaient leurs petits trucs, puis ils avaient des questions. Si je veux un sac de flocons d'avoine, c'est combien pour un 5-10 kilos? Et puis ma mère, elle faisait, oh, allez voir ma fille. Alors là, c'est vraiment moi qui s'occupais de tout ce qui était commande et tout. En fait, j'assurais la présence là. Et tout ça, tu l'as appris toute seule à gérer l'entreprise? C'est ça, je l'ai appris toute seule. En fait, j'ai eu une micro-formation pour me mettre dans le bain avec la dame qui y travaillait. Donc, elle m'a expliqué quels sont les fournisseurs, où est-ce qu'on fait les commandes, les quantités à peu près qu'on essaie d'avoir de chaque produit. Servir les clients et tout ça. Donc ça a commencé comme ça. Elle t'a montré comment elle faisait. Exact. Donc, et puis ensuite, avec ma mère, c'est ça, on travaillait. Des fois, il y avait ma soeur aussi, parce que ma mère était là quelques jours par semaine. Le reste du temps, j'étais débordée. Donc là, je suppliais Phèdre de venir m'aider à travailler au magasin. Et puis, ça, c'était adorable parce qu'elle s'aidait. D'accord, je vais t'aider, je vais aller placer les produits. Donc moi, je servais les clients. Je faisais les commandes surtout, et puis elle s'occupait de placer les produits. Donc elle avait 10 ans seulement au début, donc, et moi 13, alors
c'est toujours très... et puis avec le temps, l'entreprise, parce qu'au début, bon, ça allait très mal, donc il fallait travailler très très fort à faire tout ce qui était commande. Je devais passer des week-ends entiers à retrancher sur ce qu'on avait besoin d'acheter, mais on pouvait pas, l'entreprise ne pouvait pas se le payer. Donc il fallait que je passe des week-ends entiers à me dire, bon là j'ai une commande de 3 000 $, il va falloir que, papa, comment on peut se payer? Bon, 2 000, il faut que je coupe 1 000 dans des produits essentiels. Donc c'était très lourd et très fatigant au début. Avec le temps, avec l'ambiance qu'il y avait beaucoup plus de clientèle, on a réussi à remplir les tablettes et c'est devenu un très bel endroit où les gens adoraient venir, des fois sans même acheter. Ils disaient oh, on aime juste l'ambiance et puis ils voyaient tout le temps que c'était géré par des enfants, ils trouvaient ça sympa. Et puis avec le temps on a eu des employés, donc j'ai dû gérer des horaires, des employés. Et puis, donc à 13 ans, tu avais 13-14 ans, enfin, je sais pas quand tu as eu ton premier employé. Le premier employé, je l'ai eu à 15 ans. À 15 ans, ouais, à 15 ans. J'avais travaillé dur parce que là, je dis, papa, il nous faut une employée, je ne peux plus tout faire avec maman, on a trop de travail, l'entreprise en plus, elle grossissait. Alors, je suppliais, je veux une employée, mais je savais l'entreprise avait difficilement les moyens d'avoir. Enfin, on avait notre première employée, j'avais 15 ans. Et donc, l'employée, elle avait 19 ans, la première, je crois. Et c'est ça, la gérante et sa patronne, elle avait 15 ans. Ouais. Alors, il y avait toujours un respect et tout, et ça s'est super bien passé. Ouais, et le respect, il était dû, tu penses, à ton expérience, à ton savoir-faire? Je pense, oui. Il faut dire que j'étais un très gentil patron. Donc, pour moi, il ne fallait pas qu'il y ait de hiérarchie, il fallait toujours que... Mais ça, on ne m'avait pas forcé à gérer de cette manière, mais je me disais, il faut que je participe à toutes les tâches, parce que aussitôt que je laisse des tâches à d'autres et que moi je ne fais que ceci ou cela, je trouvais que là je perdais le sentiment d'équipe. Donc j'avais beau faire les commandes, je servais quand même les clients, je m'occupais des déchets quand même, et avec tout ça, mais les employés, en fait moi je ne les considérais pas comme des employés, je les considérais comme des amis. Et d'ailleurs mes amis, parce que je n'allais pas à l'école, mes amis, toujours à ce jour, c'était mes employés en fait, qui sont devenus mes amis. Donc tu as fait une école de commerce en autodidacte. Exact, totalement autodidacte, ouais. Dans le vif, sur le tas. Et ensuite, après, tu es resté, je sais pas, un certain temps, quelques années. Après, tu as commencé à avoir des boulots dans la vie à vouloir être salarié peut-être? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Oui, exact. À 23 ans, donc à peu près après 10 ans de travail dans l'entreprise de mon père, là j'ai eu envie de faire autre chose. Alors j'ai laissé le magasin entre d'autres mains. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais aller vivre à Londres. J'ai pris un visa et je voulais aller travailler là-bas. Donc le boulot que je me suis trouvé, c'était dans un théâtre pour être ouvreuse. Et à l'entrevue, en fait, fallait que je présente un CV. Alors c'était le premier CV que je faisais. Et je ne savais pas trop ce qu'on mettait sur un CV, mais bon, je me suis dit, j'ai pas 30 trucs académiques à mentionner. Je vais omettre cette partie, je vais écrire tout ce que j'ai fait au niveau du magasin, la gestion du personnel, des horaires, de ci, de ça, en détail. Et je vais étoffer un peu avec autre chose que j'ai fait et tout ça. Et je vais présenter ça. Et là, je me disais, s'il me pose des questions sur mon parcours académique, j'aurai une petite phrase. Je dirais, pour des raisons familiales, j'ai dû quitter l'école très tôt et donc je n'ai pas mon secondaire 5. Le secondaire 5, pour nous, c'est ce qu'on obtient quand on est allé à l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Et donc, je n'avais pas ça et souvent, les adolescents de mon entourage me disaient, si tu n'as pas de secondaire 5, tu n'auras jamais d'emploi, même pour travailler au tabac du coin. C'est impossible. Alors je leur disais, j'ai quand même déjà géré un magasin, en fait j'ai un emploi, mais bon, c'était l'entreprise de mon père, donc ça ne valait rien. Mais là, donc en Angleterre, je présente un CV. Et en plus, le truc, c'est que je ne savais pas du tout me servir d'un ordinateur, sauf pour des courriels. Alors, j'étais dans une auberge de jeunesse à Londres et on me disait, ah ouais, tu vas trouver un emploi, super, tu fais ton CV. Mais je me suis cachée pour faire mon CV parce que je l'écris entièrement à la main, en calligraphie avec des dessins. Et je me doutais bien que c'était pas super conventionnel, mais je me suis dit, bon, au moins il est joli, peut-être qu'il attirera l'attention. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai emmené dans 7 théâtres et il y en a 4 qui m'ont tout de suite rappelé. Et il y a une dame
justement, la première entrevue que j'ai eue, elle met la main sur le CV et dit, mais j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Non, mais c'est super, hein? Parce que moi, les CV que je reçois, c'est ça, hein? Je les lis jamais. Les gens, ils ont les emplois ici parce que c'est des amis, des amis, des amis. Ah ben là, j'ai vu ton CV, oh, je me suis dit, non, il faut que je rencontre cette personne. Alors, et là, tout de suite, elle m'a donné le boulot. Par contre, chez moi, nul n'est prophète en son pays, je retourne là après, bon, mon visa est échu à Londres, je dois retourner. Je serais bien rester en Europe. Et puis donc, à Montréal, j'essaie un peu partout de trouver des boulots, j'ai extrêmement de difficultés. Il faut dire que sur mon CV, bon, je ne parle pas de mon parcours académique, mais quand même, il y a beaucoup d'expérience de travail. Donc là, je sentais que quand j'arrivais et j'étais gérante d'une entreprise pendant 10 ans, il s'était comme mal à se dire, ben ici, elle va commencer en tant que caissière, derrière la caisse et tout. Alors, c'est très dur. Et il y a un endroit où justement, ils vendaient des affiches. Et moi, je me dis, bon, j'ai vendu des produits bio, je pense que je peux vendre des affiches. Et ben le type, il regarde le CV et tout de suite, il essaie de trouver le parcours académique. Et là, je le voyais qu'il cherchait. Et il y a un endroit où c'était écrit Cégep. Alors pour nous, c'est le collège. Et le collège, c'est après le secondaire 5. Donc pour le passage obligé pour ensuite se rendre à l'université. Et ben là, il voit ça et il dit « Ah, ok, vous êtes allé au collège. » Et je fais « En fait, j'ai travaillé pour le collège comme comédienne. » « Ah, donc t'es pas allé au collège? » Ah ben là, si t'es pas allé au cégep, je peux pas te donner un emploi. Parce que là, est-ce que t'as ton secondaire 5 au moins? Parce que si t'as pas ton secondaire 5, tu sais pas compter. Et je dis non, mais j'ai quand même géré une entreprise. Si vous retournez en arrière, vous allez voir, j'ai géré une entreprise pendant 10 ans. Et j'étais derrière la caisse, je sais compter la caisse, m'occuper des commandes et tout. Ouais, mais moi j'ai besoin de gens qui peuvent compter. Alors, ici, tu vas devoir t'occuper d'une caisse, gérer de l'argent. Ah oui, mais ça, je sais faire. Mais pour lui, ça bloquait. Donc là, je voyais que bon, pour lui, c'était super important que j'ai un papier qui dise que oui, j'ai été à l'école et bon. Mais c'est quand même arrivé assez rarement. Et il y a des endroits où j'ai trouvé bon, des boulots dans des cafés. Et souvent, on voyait mon CV, beaucoup d'expérience. On me posait même pas de questions sur l'absence complètement de parcours académique. Et il y a beaucoup d'amis qui me disaient, mais tu devrais peut-être mentir sur ce passage, ça t'aiderait. Dis-tu là ton secondaire 5, ils vont moins t'embêter et tout. Mais moi, ça me disait pas trop de mentir. Et en même temps, il y avait un petit quelque chose en moi qui me disait, bah, je vais voir à quel point je suis pénalisée de par mon parcours. Et je voulais comme le sentir et vraiment le voir dans le vrai. Et donc, j'ai jamais menti, j'ai jamais rien mis à ce sujet-là. Et j'ai eu quand même des emplois, j'ai appris, j'étais apprentie chocolatière, j'ai appris ce métier-là. Ensuite, j'avais envie de travailler dans les hôtels. J'ai jamais étudié en hôtellerie, mais j'avais l'intérêt. Je savais même pas me servir vraiment d'un ordinateur, mais j'ai appris. C'est sûr que j'étais habituée aussi de développer beaucoup ma débrouillardise. Oui. Je savais que je pouvais pas compter sur les lauriers de mon éducation. Il fallait quand même que je me dise, bon, bah, je me lance et puis j'essaie. Ouais. Donc ça t'a pas pénalisé plus que ça. Ça t'a pénalisé certaines fois, mais c'était peut-être parce que ça n'aurait pas fonctionné avec ces personnes-là aussi. Oui, c'est souvent ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, bon, c'est... Et par rapport à un élève classique, ou toi, si tu étais allé à l'école, tu as donc un parcours, enfin des notions, je dirais, académiques, scolaires, qui sont à peu près égales. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à toi si tu étais allé à l'école ou à un enfant scolaire. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être très peu allé à l'école, et en tout cas de ne pas avoir ce niveau scolaire demandé, formalisé, quoi, un diplôme, est-ce que tu as l'impression que l'instruction en famille, le fait de ne pas avoir été à l'école, t'a apporté quelque chose de plus ou de moins par rapport à toi si tu étais allé à l'école? Eh bien, c'est sûr qu'on développe, je dirais, des aptitudes des fois un peu différentes. Beaucoup au niveau de la débrouillardise, parce qu'évidemment, on n'est pas habitué à ce qu'on nous tende ce que l'on devrait apprendre, ce qui fera de nous l'être humain qui en sait assez pour avoir accès à. Ça venait toujours de nous. Donc, c'est sûr que devant l'inconnu, devant on ne sait pas comment faire tel ou tel boulot, c'est pareil pour mes sœurs qui, elles, ne sont jamais allées à l'école, mais du tout. Eh bien, c'était toujours OK.
je trouve en moi la confiance qu'on n'a pas toujours, hein, parce qu'on est comme tout le monde. Des fois, on se dit, oh, est-ce que je vais être capable d'effectuer telle tâche? J'y connais rien, en fait, et j'ai surtout pas un parcours académique qui peut me donner l'impression ou l'illusion, ou enfin, que je peux faire cet emploi-là. Donc, c'était vraiment toujours sur la base de la débrouillardise. Et pour nous, ça venait des fois en se lançant une grande dose de courage et puis se disant, bon, je vais aller travailler dans un hôtel, j'ai aucune connaissance, je sais à peine utiliser un ordinateur et là, il faut que je fasse des réservations et tout. Mais ça s'est bien passé pour moi. Ensuite, ils m'ont envoyé dans les bureaux et j'ai travaillé là un certain temps. Puis, mes sœurs de leur côté, en n'étant jamais allées à l'école, tout ça, là, par exemple, elles ont fait des formations. Moi, j'ai pas vraiment de formation, mais ma sœur Cassandre, qui adore les chevaux, elle a fait une formation pour être maréchal ferrant. Et Phèdre, là, vient tout juste de faire une formation pour être professeur de yoga. D'accord. Donc ça n'empêche pas de faire des formations. Non, exact. En plus, sur une base adulte. Ok. Ouais. Très bien. Et donc toi, tu allais très peu à l'école, tu as choisi, tu es allé, tu es revenu, enfin tu as fait des allers-retours, on a l'impression que tu as eu le choix au sein de ta famille de pouvoir aller, venir à l'école ou à la maison. Tes sœurs, elles n'ont pas été scolarisées. Et ton père, il a écrit un livre sur l'école à la maison qui s'appelle « Comme des invités de marque ». La question que je me pose, c'est quand on a un parent qui est très engagé, qui a des convictions et qui défend des grandes valeurs, des grandes idées, quelles qu'elles soient. Est-ce que les enfants, tes sœurs par exemple, ont vraiment eu le choix de ne pas aller à l'école ou voilà, comme elles entendaient tout le temps, l'école c'est une prison ou j'en sais rien. Enfin, exact. J'exagère peut-être, mais... Non, pas du tout, aucunement, pas d'exagération. Est-ce qu'elles ont vraiment eu le choix de ne pas aller à l'école? Eh bien, mon père évidemment vous répondrait, elles ont toujours eu le choix. Mon point de vue d'enfant n'est pas tout à fait ça. Moi, j'étais la première et j'ai été un peu le testeur, comme on dirait. J'ai testé des trucs et tout. Et après, au fur et à mesure aussi, l'idée de mon père sur l'école, comment ça devenait l'école, c'est vraiment renforcé et son discours de l'école est une prison était vraiment de plus en plus présent. Et beaucoup de gens appelaient chez nous justement pour se faire encourager à garder leurs enfants chez eux. Donc on entendait toujours le refrain de l'école est une prison. Alors comment est-ce qu'en étant enfant, comme mes sœurs, tu peux dire papa, moi demain je rentrerai bien à la prison. Et ce qu'un parent dit, ça a beaucoup d'importance dans la vie d'un enfant parce que nous on apprend d'eux. Donc on se dit si lui il est allé et il a été professeur et il dit que c'est une prison, il doit avoir raison. Et donc pendant longtemps, c'est ce que tu dis. Après, à l'adolescence, comme pour mes sœurs, ça a été, et pour moi, difficile. Parce qu'à ce moment-là, les adolescents qu'on côtoie, ça fait des années qu'ils sont à l'école déjà. Ils vont devoir y aller jusqu'à 16 ans. Ils sentent qu'ils font ça, même s'ils en ont horreur, qu'ils font ça pour leur futur, qu'ils font ça pour avoir des emplois et tout. Alors c'est sûr que quand ils rencontrent quelqu'un comme nous, qui va se bredouiller un futur sans école en fait, ça les choque et puis il y avait beaucoup de confrontations et ils nous disaient toujours, mes sœurs se l'ont fait dire combien de fois, justement tu n'auras pas d'emploi parce que tu ne pourras même pas travailler dans un tabac parce que tu n'as pas de diplôme. Et ça c'est sûr que ça nous mine. Et là c'est le regard extérieur dans la société, dans les gens qu'on côtoie et tu dis est-ce que c'est vrai? Et tu doutes de toi, tu te dis mais est-ce que je suis vraiment pénalisée? Et ça peut être très inquiétant. Et pendant l'adolescence, je dirais ça a été les moments les plus durs à garder Des moments de doute. Oui, des moments de doute, exact. Mais retrouver notre confiance en nous-mêmes et en se dire, bon, il y aura toujours moyen de même faire une formation si on veut. Mais évidemment, il y aura peut-être des mises à niveau. Parce que moi, même en gérant un magasin, disons, j'ai pas fait d'algèbre. Donc, ou de géométrie, il y a des trucs que j'ai pas fait j'ai fait de la cuisine, mais j'ai pas fait de la chimie. J'ai pas fait spécialement des cours de physique, mais j'ai quelques connaissances. Mais c'est sûr qu'il y a des choses auxquelles j'ai jamais touché. Et des fois, des choses qui auraient pu être super intéressantes, auxquelles j'aurais pu m'intéresser. Mais moi, je gérais un magasin, je faisais autre chose. Tu as eu une enfance différente. Exact. Et pour l'instant, tu n'as pas d'enfants, mais quand tu auras des enfants, alors ce sera école ou pas école? Alors, j'espère que Léandre ne verra pas l'interview.
Mes sœurs et moi, on n'a jamais été, je crois, mais là je vais parler pour moi, on n'a jamais été spécialement des fanatiques de la non-scolarisation. Et évidemment, pour mon père, ça c'est dur. Parce que lui, de son point de vue de prof, son regard de parent sur la vie, il fallait absolument essayer de préserver l'être humain qu'on était et essayer de faire en sorte que nous ne soyons pas coincés dans la société, en l'occurrence dans une école. Et pour nous, notre point de vue de la vie n'est pas le même. Donc c'est sûr que pour nous, dire l'école c'est une prison, c'est trop, parce qu'il y a plein de gens qu'on connaît qui ont adoré l'école, il y en a pour qui ça a été horrible. Et nous, on a envie, je crois, mes sœurs et moi, de voir la vie simplement avec plus de nuances. Au lieu de se dire toute l'école, tout ce qu'on a fait avec l'école d'où elle vient, que c'est à cause des Prussiens, que si maintenant tout le monde est forcé d'aller à l'école et c'est de la merde et on force tout le temps les enfants et tout. Il y a des gens qui sont heureux à l'école, qui adorent. J'ai des amies, elles sont encore à l'école, elles ont 35 ans. Et elles raffolent, elles veulent juste continuer à apprendre. Et le parcours traditionnel académique leur va bien. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi est-ce qu'il faut tout rejeter ou tout accepter? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire aussi, peut-être chaque enfant a des besoins et des envies différentes? On ne fera pas un médecin de tous les êtres humains. Et c'est pas nécessaire. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire... Il y a des gens qui adorent l'école, il y en a qui détestent ça. Et ceux qui détestent ça, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'y aller jusqu'à tel âge pour là tout rejeter en bloc et dire bah moi je vais bredouiller mon existence en faisant tel truc? C'est sûr que... En plus au cas par cas et pour avec moi, plus de nuances. ouais, j'avoue, pour moi la vie c'est du cas par cas, oui. C'est un mélange de perceptions personnelles. Pour moi, c'est sûr que ouais, j'évite le plus possible le dogme. Ça me gruge ma liberté. Okay. Tu es une enfant libre, enfin une adulte maintenant qui est restée libre. Est-ce que tu aurais un message pour les parents, un questionnement d'éducation, de choix, de vie Si je pense peut-être à une chose qui me vient comme ça, par exemple, moi j'ai toujours vu mon père vouloir tellement bien faire. Ce sont nos enfants, on veut tellement prendre les bonnes décisions, on veut tout leur permettre, mais en même temps, des fois j'avais envie de dire, sois toi-même, et je le serai aussi avec toi. Un enfant heureux, dans un milieu heureux, et si ses parents sont heureux, déjà ça part bien. Quand le parent... Parent heureux, enfant heureux. Quand le parent veut trop bien faire pour l'enfant, il y a peut-être, et je comprends, mais... Dans mon vécu à moi, des fois j'avais envie de dire, regarde, la vie c'est pas parfait. J'ai pas envie d'avoir un parent parfait. J'ai pas envie d'avoir un parent qui jamais est fâché. Je veux te connaître. Parce qu'en plus, c'est que nous, si on est entouré de parents qui se retiennent et qui se disent, par principe, je ne dois pas être comme ça, il faut que je sois mieux, il faut que je sois ci et ça, on envoie le même message. Et nous, on apprend à vivre comme ça. Et il y a des choses que j'ai dû casser chez moi, adolescente et adulte, parce que je me suis dit, là, ça, c'est pas moi. Ce perfectionnisme-là et cette façon de m'auto-analyser et de tout, ça vient de mes parents, mais je n'en ai pas besoin et je dois m'en débarrasser. Mais soyez vous-même et vos enfants apprendront à l'être aussi. D'accord. Merci Délibre. Merci beaucoup pour ce partage très intéressant et n'hésitez pas à diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.